Je regardais la conférence, je l'avais programmée, elle a dit mais regardez la programmation, c'est beaucoup de gens dans la trentaine, et ce qui est un peu la moyenne d'âge dans les arts numériques, 30-40, et beaucoup de personnes blanches. Et en fait, ça m'a fait réfléchir quand elle a dit ça, parce que bah oui, c'est vrai, c'était vrai. On a gagné des appels à projets, et donc quand on arrivait, c'était dans des environnements très masculins, deux petites nanas, 23, 24, noires, qui font super jeunes, au milieu de 198 hommes qui ont 45 ans. Bah, du coup, t'as un peu peur et tu te sens pas toujours légitime d'être à cet endroit. Le fait que j'ai l'impression qu'il y a un clivage pour l'instant, alors c'est peut-être juste moi, mais c'est peut-être une projection, mais entre le public qui va en expo d'art et qui se dit bon bah ça va, moi j'aurais pu le faire aussi, ou ça prend 2 secondes et tout. Et en fait bah non, il y a quand même un travail important derrière, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, et c'est à nouveau on revient peut-être un peu à la médiation et à recréer du lien. Et donc ça coûte aussi de l'argent, je pense que c'est important de le montrer aussi, de recréer ce dialogue. C'est moi qui l'ai mis, parce que pour aller dans les clichés, je suis toujours très forte. Bienvenue à ce nouvel épisode de Girl Squad. Girl Squad, c'est l'émission 100% féminine de Startup Vie. Startup Vie, si tu ne le sais pas encore, c'est le média qui te donne les clés, les outils pour entreprendre, qui raconte l'histoire des startups, des personnes inspirantes, etc. Alors, on va tout de suite... Non, pas du tout. Pourquoi je vais tout de suite présenter les invités? On va pas encore faire ça. On va d'abord s'abonner à la chaîne YouTube si tu veux toi aussi avoir des informations sur l'entrepreneuriat, pouvoir nous donner aussi ton feedback en commentaire, en nous disant ce que tu penses des émissions, de cette émission-ci, en nous donnant des thèmes que tu voudrais qu'on aborde, des personnes que tu voudrais qu'on voit sur le plateau. Toute la comment section est à toi. Alors aujourd'hui, on a choisi de parler art et technologie. Alors est-ce que l'art va révolutionner la technologie, ou est-ce qu'au contraire, c'est la technologie qui révolutionne l'art? Est-ce que l'art est une manière de ramener de l'humain dans la technologie, qui est quand même un domaine qui est fort occupé forcément par les entreprises qui créent ces technologies? Est-ce que l'art permet de porter d'autres valeurs dans le secteur de la technologie? Puis on va aussi en parler un petit peu de public et d'artistes. Est-ce que la technologie est une façon d'améliorer l'accès à l'art, la visibilité aussi des artistes? Parce qu'on sait que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, les femmes, elles sont souvent invisibilisées, les femmes artistes. Est-ce que la technologie va permettre de leur donner la place qu'elles méritent? Alors, on a un super plateau pour parler de toutes ces thématiques. Absolument. On a avec nous, alors attention, parce qu'il y a des Marie et Marine. On a Marine Averland de Fomocine, on a Laura Kalenga de Mango Pickle et Marie Duchastel du Kick Festival. Bonjour. 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 Alors, on va d'abord voir avec vous quels ont été vos parcours, comment vous en êtes arrivés là, mais on va peut-être d'abord commencer par une petite définition, même si je sais qu'elle ne sera pas facile. L'art numérique, c'est quoi? Vas-y Marie, lance-toi. Déjà, moi, j'aime pas ce terme art numérique parce qu'en fait, ça induit le fait qu'il faille des technologies numériques dans l'art numérique, alors que l'art numérique, en fait, ça englobe un pan beaucoup plus large de la création artistique. Alors, pour essayer d'être un peu complète dans la définition, je dirais que c'est de l'art multidisciplinaire et que c'est un art qui explore les croisements entre art, science, technologie et société. Et qu'en gros, l'art numérique, il évolue avec l'évolution de la société, dans le sens où c'est un art qui va s'approprier les nouveaux outils technologiques qui naissent dans la société, quoi. Donc maintenant, par exemple, pour donner un exemple, il y a l'intelligence artificielle, les technologies d'intelligence artificielle qui transforment énormément la création artistique. On peut faire des choses visuellement, mais aussi en termes d'audio. Et du coup, ça, c'est un des courants que dans l'art numérique, où il y a beaucoup d'artistes, créateurs, créatrices qui travaillent avec ces sujets-là. Mais c'est aussi un art qui va pas spécialement utiliser des technologies numériques, mais qui va en fait explorer l'impact de l'évolution technologique de la société, et donc parler du numérique ou des technologies. Mais dans l'art numérique, en fait, on peut aussi, il y a un courant qui s'appelle le bio-art, qui va mêler plutôt la science et l'art, c'est-à-dire la biologie, travailler avec l'ADN, travailler avec la génétique, parler d'éthique et de génétique. Donc, je dirais que c'est un art en évolution qui suit l'évolution technologique.
Ok, on va peut-être passer. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres définitions? C'est pour ça qu'on a regardé Marie. Oui, je qu'elle a tout dit. On a bien fait. Voilà. Merci pour cet épisode. Mais du coup, voilà, tous ces aspects-là, ils sont abordés au KIC, dont toi tu t'occupes. Tu peux peut-être nous expliquer comment est né ce projet et comment toi tu y es arrivé? Alors, le KIC, en fait, c'est une association, une ASBL, qui est basée à Namur et qui a été créée en 2011. Tout d'abord pour l'organisation d'un festival, le KIC Festival, du même nom, donc qui explore ces thématiques-là, art, sciences, technologie et société. Et en fait, il est né dans la tête de deux cofondateurs, les deux cofondateurs du festival, Gilles Basler et Gaëtan Libertio. Gilles Basler, il avait une agence digitale qui s'appelait Doc Studio. Voilà, dans la communication numérique, site web, expérience en ligne, ce genre de choses. Et Gaëtan, il est artiste, il a travaillé pendant 10 ans en tant que musicien, et puis il a créé un studio de création d'art numérique et d'installation interactive. Et c'est un peu la rencontre de ces deux mondes qui ont donné naissance au festival, donc l'aspect plus économique, business, technologique, et l'aspect artistique. Et en fait, ils voyageaient un peu partout dans le monde pour s'inspirer, aller voir... ils allaient dans des événements similaires au KIC Festival et il n'y avait rien en Belgique. Ils se sont dit, tiens, on va créer un festival en Belgique parce que ce serait bien d'amener toute cette scène et d'inspirer les gens, en fait, et de parler de ces questions-là, d'évolution... de la créativité en lien avec des nouveaux outils technologiques. Et donc, ils ont fait une première édition du festival en 2011. Et moi, je suis arrivée juste après la première édition, parce que la première édition, c'était un peu une impro. En 3 mois, ils ont fait un festival et ils ont impliqué leurs 2 sociétés et tous les employés de la société, ce qui n'était pas, en termes de business, très... stable et intelligent, parce que forcément, ces gens-là, ils doivent faire de l'argent, et un festival, ça ne gagne pas d'argent, en tout cas pas notre festival. Et puis maintenant, ça fait plus de 10 ans que ça existe, et à côté du festival, il y a d'autres projets. Donc maintenant, on co-gère avec d'autres partenaires le TRAC, qui est le hub créatif, le Fab Lab et le Media Lab de Namur, qui est un lieu dédié au développement économique. On a une plateforme de production artistique qui produit une dizaine de projets par an et organise des résidences. Et puis, on a aussi un lieu d'expo à l'année qui s'appelle le Pavillon, qui est l'ancien pavillon belge de l'Expo universelle de Milan. Voilà, qui propose des expositions toute l'année. Et toi, comment t'es arrivée là? Toi, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces questions? Mon parcours, il est... En fait, j'ai pas du tout étudié ni l'histoire de l'art, et au début, c'était pas un parcours artistique. En fait, mais j'ai toujours été intéressée par ça. Donc, en fait, moi, j'ai fait des études de communication média à l'IEX, qui est une école de journalisme et médias. Du coup, que je vois ton visage, parce que je sais l'IEX. Voilà. Et en fait, à la base, j'ai toujours été intéressée par les nouvelles technologies, parce qu'à l'école, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de faire des études primaires, maternelles, dans une école à pédagogie alternative où on avait un cours qui s'appelait Logo, qui est un cours du MIT, qui en fait nous apprenait en maternelle les bases du code. Donc on avait une petite tortue robotique dans laquelle on pouvait mettre des disquettes, et en fait cette tortue, le sol, c'était un grand tableau blanc. Et en fait, on pouvait lui dire avance de 1, avance de 3, et il y avait un petit marqueur en dessous de la tortue qui faisait des dessins. Et au moment de choisir mes études, comme beaucoup de gens, je pense, je savais pas trop quoi faire. Puis la tortue, je me rappelle, j'avais adoré, donc je me suis dit, ok, je vais étudier l'informatique. Et puis ma famille et mes amis m'ont dit, donc je leur ai dit ça, ils m'ont dit, ouais, t'es sûr que tu veux te retrouver dans un environnement masculin avec que des geeks à étudier l'informatique? Puis je me suis dit, ouais, non, peut-être pas. Et donc, j'ai fait la communication et l'IEX parce que ça touchait... Il y avait de la créativité, on touchait aux médias, son, vidéo, photo, tout ça. Et puis, en sortant de là, donc, j'ai fait un master en pub. Et puis, je me suis dit, OK, je veux pas travailler dans la pub. Du coup, j'ai fait un second master dans une école d'art en Angleterre, à Londres, à University of the Arts. Et c'était un master qui s'appelait Interactive Media, qui était un truc très expérimental où on apprenait à faire du design d'interaction, on apprenait à faire un peu d'électronique, à coder, des projets plus artistiques utilisant les nouvelles technologies. Et de là, j'ai travaillé dans une start-up technologique qui faisait des installations interactives et des objets connectés, donc dans l'Internet des objets.
Et en fait, Gilles, un des cofondateurs du festival, il m'a invité à venir donner une conférence au WIF, Web Design International Festival à Namur, qui était l'ancêtre du Kik Festival. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis moi, j'ai quitté cette start-up et au moment où j'ai démissionné, en fait, Gilles et Gaëtan cherchaient quelqu'un pour le Kik Festival. C'est comme ça que je suis arrivée là-bas. Voilà. Et maintenant, ça fait plus de 11 ans que je travaille là. Ok, félicitations. Merci. Pour le parcours, je veux dire. Laura, toi, ton expérience dans l'art, ou en tout cas du côté artistique, elle vient d'où ? Je crois que on a juste toujours été passionnés par ça avec Audrey. Donc moi, je viens aussi de l'IEX, donc j'ai fait pub. Donc du coup, l'art, c'était pas du tout ce que j'ai étudié. Mais voilà, en fait, c'est venu du fait qu'on trouvait que souvent dans les expos, quand on allait voir, je sais pas moi, des pièces de théâtre, ça manquait de diversité. Et en fait, nos projets sont nés de là. C'était de créer des projets cross-disciplinaires, mais qui mêlaient aussi les différents publics. Et on avait envie de voir dans des lieux culturels des gens qui nous ressemblaient. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à développer des projets, des expos. Et c'est là qu'est né Mango Pickle. Et donc toi, tu es passée directement d'étudiante à entrepreneuse. Moi, je me suis développée professionnellement parlant dans Mango Pickle directement, puisque quand j'ai terminé l'IEX, je crois que j'avais mon job étudiant que j'ai gardé encore 1 an. Et puis directement, on a commencé à travailler dessus en 2012 et 2 ans après, on a monté la boîte. Et qu'est-ce qui a été... Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller vers une voie d'entrepreneuriat plutôt que de te dire, OK, je vais commencer peut-être un peu safe, comme font beaucoup de gens, en commençant par le salariat? Bizarrement, moi, j'ai jamais voulu faire ça. Il y a des gens qui ont ce truc de se dire, ouais, non, moi, je rêve d'être entrepreneur. Moi, pas. Je rêvais juste de travailler dans un environnement créatif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé sur un événement, avec Audrey. Et ça s'est pas super bien passé. Et on a commencé en se disant, voilà, si demain on doit créer un événement, voici ce qu'on ne fera jamais. Et en fait, on a commencé par ça et on se rendait compte que c'était super important d'avoir un environnement sain de travail. Et c'est parti bêtement d'échanges. Et en fait, on s'est rendu compte que, voilà, d'échanges, on fait des réunions, puis on travaille tous les jours. Et puis, on lance une agence. Et puis, tu te retrouves là, tes boss, t'avais rien demandé à personne à la base. Mais tu t'épanouis. Voilà, et ça fait... on rentre dans notre 9e année et en fait, je regrette pas du tout. Donc voilà. Super, félicitations. Merci. Et donc toi, Marine, Fomocine, qu'est-ce que c'est? Comment tu en es arrivée là? Alors Fomocine, c'est une agence qui vise à accompagner les lieux de culture ou tout lieu d'une manière générale à implémenter des technologies numériques et plus particulièrement immersives, à la fois dans le choix des œuvres, dans l'expérience utilisateur ou juste dans l'appréhension du lieu. Et donc c'est né d'une frustration, puisque ça s'appelle FOMO, d'une frustration de ne pas voir assez d'œuvres immersives qu'on peut voir un peu partout dans le monde, mais de ne pas les voir assez en suffisance à Bruxelles. Et donc cette agence est née de cette frustration, pas que, mais donc avec cet objectif d'accompagner les lieux dans leur transition, dans leur volonté d'appréhender ces nouvelles technologies dans leur lieu. Oui. Et donc là, tu es en pleine expo en ce moment. Oui, on est en pleine expo qui s'appelle Reset Immersive, et donc qui se tient à Reset, qui est une occupation temporaire qui est gérée par Tifarty Brussels. Donc c'était une banque, ça va devenir le siège de la police, donc des choses pas très fun. Et entre les deux, on fait un truc un peu fun. Donc il y a cette occupation temporaire qui est assez fun, qui est dédiée aux cultures électroniques de manière générale. Et nous, on propose une exposition immersive au sein de cette occupation temporaire. On commence déjà un tout petit peu à répondre aux questions à travers vos parcours sur le fait que vous avez, en tout cas de ce que j'entends, la volonté d'amener plus de monde vers l'art numérique justement. Mais on va peut-être passer à la partie piment. Bah oui. Oui, puisque effectivement, on a envie d'explorer toutes ces questions sur l'art et la technologie. Donc, ce qu'on va vous proposer, vous avez des très jolis petits piments devant vous. On va pas dire que je suis une artiste. si, Camille. Arrête. Voilà, l'idée c'est d'écrire dessus des clichés, des phrases, des citations que vous avez rencontrées dans votre parcours professionnel, qui ont trait à l'art et à la technologie, qui vous en soient énervés, qui vous ont peut-être boosté, peut-être parce qu'elles étaient positives, peut-être parce qu'elles étaient négatives et que vous avez envie d'être en réaction par rapport à ça. Allez-y, mettez tout ce qui vous passe par la tête. Oups.
pouvez en tirer un. Qui se lance la première? Allez. Vas-y. Ah, du coup, je sais qui c'est. Une conférence au Kik Festival qui a dit une conférencière au Kik Festival qui a dit sur scène « Regardez la progra qui est très blanche dans la trentaine ». Oui, alors qu'est-ce que je dis? J'explique. Oui, tu peux nous expliquer vas-y, tout, explique-nous. Ouais. le contexte et est-ce que tu en penses? En fait, j'ai mis cet élément-là sur le piment parce que c'était quand? C'était il y a quelques années. C'était au début, les premières années du Kik Festival. Donc, c'était Régine Debatty, qui est une critique d'art et qui évolue dans ce domaine des arts numériques, que j'avais invité à venir donner une conférence et qui m'a fait me rendre compte moi-même d'une chose. Donc, elle parlait de la diversité dans les arts et dans ces domaines-là. Et c'est une des questions qu'on va aborder aujourd'hui aussi. Donc, et donc, sur scène, je regardais la conférence, je l'avais programmée. Elle a dit, mais regardez la programmation, vous allez voir, pas vous allez voir, mais si vous regardez la programmation des conférences et même la programmation de l'expo, c'est beaucoup de gens dans la trentaine, et ce qui est un peu la moyenne d'âge dans les arts numériques, 30-40, et beaucoup de personnes blanches, en tout cas des pays occidentaux. Et en fait, ça m'a fait réfléchir quand elle a dit ça, parce que, oui, c'est vrai, c'était vrai. Et en fait, je l'avais jamais remarqué. Et donc, ça a été un élément déclencheur, en fait, dans la programmation du festival, pour amener une programmation beaucoup plus diversifiée et pour m'intéresser à d'autres pays, et notamment au continent africain, à la diaspora. Et c'est suite à ça, après, qu'on a lancé tout un projet qui s'appelle AfriKik, de mise en valeur de la créativité numérique du continent africain, de la diaspora, mais aussi de s'intéresser à d'autres pays, et d'essayer de diversifier la programmation. Et donc une critique très constructive, donc j'ai accepté la critique avec plaisir, et voilà, et je pense que c'est un truc dont on va parler aussi aujourd'hui. Oui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est toi-même qui as dû faire ton introspection quelque part, te dire ok, en fait, finalement, moi, je dois déconstruire ma propre image de l'artiste, de l'art, de qui sont les artistes qu'on a envie de mettre en avant. Du coup, après, tu dis, tu t'es intéressé à d'autres choses. Comment est-ce que tu as fonctionné au Kik pour pouvoir introduire d'autres artistes, d'autres types d'art? Est-ce que tu t'es dit, il faut réserver une partie d'office de la programmation à ça? Est-ce que tu as réservé des espaces spécifiques pour ça? Ou est-ce que l'idée, c'est d'y être simplement plus attentive et de mélanger un petit peu plus les origines, les façons de faire de l'art? Non, on a, avec ce projet AfriKik, on a clairement réservé tout un espace à ça dans la programmation du festival, parce que ça permettait deux choses. Déjà, je connaissais pas la scène du continent africain, en tout cas peu ou pas bien du tout. Donc j'ai été chercher des partenaires là-bas qui m'ont aidé à développer tout ce projet. Donc on a des partenaires à Dakar, deux commissaires d'expo, une association qui gère un Fab Lab et qui a un festival aussi qui s'appelle Afropixel à Dakar. L'association s'appelle Kertiosan. Et Delphine Boyce, qui à la base est namuroise, mais qui habite en Afrique depuis 15 ans et à Dakar depuis 5-6 ans, je pense. Qui est une commissaire d'expo indépendante et qui, du coup, a créé cette connexion avec le continent africain, avec la création émergente sur place, et m'a aidé à faire toute une programmation. Et du coup, on a développé un projet qui va dans les deux sens, dans le sens où c'est pas que des artistes qu'on fait venir et qu'on montre en Belgique, mais c'est aussi des artistes qu'on envoie là-bas, donner des formations, exposer des projets. Et donc, il y a tout un truc d'échange de exposition, formation autour de tout ça. Et puis, mis à part ce projet-là aussi... je vais chercher des partenaires dans d'autres pays où je m'intéresse à justement des scènes qui sont un peu moins les scènes qu'on va appeler les usual suspects des arts numériques, qui sont par exemple au Québec, il y a énormément d'artistes numériques, c'est un peu parce qu'il y a des financements là-bas autour de tout ça, donc j'essaye de trouver aussi des artistes plus émergents qui viennent d'autres pays aussi.
Et donc, on va chercher des financements pour faire ça aussi, parce que comme c'est des gens qui viennent de plus loin, ça coûte plus cher en général. Et puis, il y a des questions de visa et des choses compliquées Enfin, ça met beaucoup plus de temps, en fait, parce que c'est toute une scène aussi qui n'a pas les mêmes réflexes qu'en Belgique, en France ou ailleurs. Donc, c'est pas spécialement des artistes qui ont des sites internet, leur travail n'est pas documenté, c'est difficile de trouver les infos. Enfin, voilà. Donc c'est un projet qui est en évolution, et c'est sûr que dans la programmation, en tout cas, il n'y a pas de il n'y a pas de quota ni rien du tout. Je veille juste à ce qu'il y ait une diversité d'origine des projets, de genre et de type de projet et de personnes impliquées aussi. Il n'y a pas aussi là une question de casser un peu la représentation de l'artiste qui est... l'artiste un peu maudit, cet homme qui peut se détacher complètement de toutes les contingences matérielles pour se consacrer uniquement à son art et qui voilà. Parce que... il y a quand même un truc dans l'imaginaire qui est quand même assez fort autour de tout ça, quoi. En fait, dans les arts numériques, c'est pas trop comme ça. Dans le sens où, en fait, le modèle, il est vachement différent. C'est pas, j'ai fait un tableau, je vais en galerie, je vais vendre mon tableau et je vais vivre de ça. Parce que par définition, en fait, c'est des œuvres qui se vendent pas. Parce que c'est des œuvres technologiques, qu'il y a des outils technologiques et que du coup, l'aspect maintenance de l'œuvre, c'est souvent des grosses installations compliquées. Et la maintenance d'une œuvre, elle est compliquée à gérer. Donc, un artiste numérique qui va vendre une œuvre, ça veut dire qu'il doit vendre une œuvre avec un package de maintenance, avec des upgrades, parce que en fait, les operating systems des ordinateurs, ils évoluent. Et donc, un truc qui tourne sur tel OS, tel Mac, machin... dans 10-15 ans, ça va plus tourner, en fait, parce que le système n'a plus été... obsolète. Et devient obsolète. Donc ces artistes-là, en fait, ils fonctionnent... ils sont moins dans ce cliché de l'artiste qui est en galère, parce que souvent, c'est les artistes qui ont un projet à côté ou qui travaillent et dans le commercial et dans l'artistique. Et donc, il y a souvent, par exemple, des artistes, ils ont des studios créatifs et ils vont faire du boulot commercial, où ils vont faire carrément du développement pour le web ou pour du motion design, motion capture, ou des choses comme ça. Et à côté, avoir leur pratique artistique. Et en fait, souvent, l'un va nourrir l'autre et inversement. Et comme ils ne vendent pas leurs œuvres non plus, et il et elle ne vendent pas leurs œuvres... c'est des artistes qui vont demander un cachet pour les expositions, des cachets qui sont plus élevés que, je dirais, des œuvres d'art classique, genre photo ou peinture, mais parce qu'il y a énormément de boulot derrière. C'est-à-dire qu'en général, l'artiste vient, et souvent les artistes, ils bossent à plusieurs, donc ils viennent à plusieurs, installer, désinstaller, maintenir l'œuvre pendant la durée d'exposition. Donc, ce cliché, il est un peu... il n'existe pas trop dans ce domaine-là, je dirais. Et ça fonctionne un peu aussi comme une entreprise, parce que souvent les artistes sont pas seuls, c'est des équipes derrière, parce que y a un aspect technologie, un aspect électronique, un aspect production, des visuels à créer. Comme on est dans le numérique, c'est des équipes multidisciplinaires en général. Donc l'artiste, c'est un peu le ou la chef d'orchestre, mais il y a toute une team derrière. Laura, Marine, je voyais que ça vous a réagi. Non, c'était le cliché sur l'artiste qui me faisait rire. Mais je rejoins Marie, c'est vrai que ce cliché est moins prégnant sur l'art numérique, en tout cas ce qui nous concerne maintenant, je pense que ce cliché est moins prégnant, parce que c'est pas le même modèle. Est-ce que ça permet pas justement peut-être de changer l'image qu'a le grand public, qui est peut-être moins averti des réalités du monde de l'art et des évolutions qu'il y a dedans, et ça permet pas justement de donner un autre modèle? Après, je ne sais pas si le grand public est conscient de ce qu'il y a derrière ces expositions, derrière ces œuvres. Je ne sais pas s'il faut le conscientiser, ou si on doit le conscientiser, ou s'il est conscient de ça. Ça, je n'ai pas vraiment de retour par rapport à ça, je n'ai pas vraiment d'idée. Je sais pas. Moi, je pense pas qu'il soit conscient. Hein. Non, conscient, non. Parce que souvent, moi, quand je vais, par exemple, dans des centres culturels ou des lieux qui n'ont jamais programmé de numérique, pour essayer de leur dire « ce serait chouette que vous programmiez du numérique », et souvent, ça se passe pas pour des raisons financières. C'est qu'en fait, je pense pas que les gens se rendent compte de ce que ça coûte. Parce que justement, comme c'est des grosses équipes derrière, il y a de la technique, il y a de la location de matériel, il y a énormément de maintenance et tout,
c'est des projets très très chers en fait. Et du coup, et je pense pas qu'il faille que le public le sache. Mais souvent, quand je donne des ordres de prix, par exemple, et vous avez la même chose à Reset, il y a du matériel technique à fond, et en fait, ça coûte très très cher, voilà, à programmer. Et pourquoi tu dis... Ouais, pardon. Je pense qu'il y a une dimension de médiation aussi qui change beaucoup. Parce qu'évidemment, quand on fait une exposition de peinture et qu'on installe les peintures au mur, on n'a pas besoin d'énormément de travail de médiation. En revanche, si on a de la technologie, la médiation entre le public et la technologie, elle est vraiment importante. Et donc, ça coûte aussi plus cher en termes de technologie, mais aussi en termes en coût humain, puisque cette question de médiation, ces expositions demandent plus de médiation aussi. Et donc, ça coûte plus cher aussi pour ces raisons-là. Que j'ai perdu ma question. Pardon. Non, c'est pas grave. Si Laura, tu as quelque chose à ajouter, sinon tu peux piocher un peu. Non, je voulais juste dire que je pense que moi, je trouve que c'est important de conscientiser les gens sur les coûts qu'il y a derrière l'art, parce que je trouve que dans les publics, il y a beaucoup de gens parfois qui ont envie d'organiser des événements et d'inviter des artistes, et je trouve que les gens n'ont pas cette conscience que c'est un travail et qu'il y a des coûts derrière. Et moi, je trouve que justement, c'est super important de dire aux gens, derrière ma production, il y a ça. Et voilà pourquoi ça coûte autant. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le milieu artistique, c'est toujours le fond du budget, quoi. Et moi, je trouve que c'est important de conscientiser les coûts qu'il y a derrière ce qu'on fait, parce que tout travail mérite salaire. Ouais, et au-delà des... Ouais, et surtout, peut-être la démarche, et c'est aussi la démarche qui est liée au coût, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a un clivage pour l'instant, alors c'est peut-être juste moi, mais c'est peut-être une projection, mais entre le public qui va en expo d'art et qui se dit, ça va, moi j'aurais pu le faire aussi, ou ça prend 2 secondes et tout. Et en fait, non, il y a quand même un travail important derrière, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, et c'est à nouveau, on revient peut-être un peu à la médiation et à recréer du lien entre ces artistes et le public qui comprend pas encore forcément tous les enjeux qu'il y a derrière et le message ou la démarche qu'il y a derrière. Et donc ça coûte aussi de l'argent, je pense que c'est important de le montrer aussi, de recréer ce dialogue ou ce lien. Oui, c'est ça, où tu dis l'art, c'est toujours le fond du budget, etc. Et c'est vrai, est-ce que finalement l'art n'est pas... Enfin, quelle place vous lui accordez, je veux dire, dans la société, vraiment, pas pour vous personnellement, mais quelle place a l'art, en fait, finalement, pour question, vous? Non moi, je trouve que si ou qu'elle devrait avoir. Enfin, c'est quelque chose qu'on va beaucoup négliger, mais on ne se rend pas compte, mais l'art nous entoure dans tout. Les gens qui travaillent dans la vidéo, retirer la musique. Les vidéos, en fait, ça va plus du tout. Retirer le son. Et même la vidéo en elle-même, c'est un regard, c'est une façon... C'est l'image. Donc en fait, je trouve que c'est dans notre quotidien, mais on s'en rend plus compte parce que c'est partout. Et donc ça fait partie des murs, des meubles. Ouais. Je crois que c'est les meubles. Ça fait partie des meubles, et donc du coup, on banalise ça, mais si on retire ça de notre vie, on regarde plus de films. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus d'images. Donc pour moi, dans ma vie, ça a une première place. Et pour rajouter à ce que tu dis, pendant le Covid, on l'a tous ressenti, je pense, tous et toutes. C'était vraiment la déprime intégrale, parce que tout ce pan de la création artistique est en fait d'avoir des activités à faire autres que d'aller au resto et au café. En fait, et c'était intéressant aussi parce qu'il y avait toute la question du non essentiel pendant le Covid. Donc on avait dit que tout l'art, c'était pas essentiel et donc ça devait pas redémarrer. Et autour de cette question sémantique-là, en fait, ça a permis peut-être de remettre l'art un peu à sa juste place dans nos vies, quoi. Ouais. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'aussi l'art en consommation individuelle, c'était ok, donc on peut regarder Netflix à la maison, on peut regarder des films en réalité virtuelle dans son casque, mais par contre aller au musée, aller au cinéma, ou tout ce qui est l'appréhension de l'art qui est collective. C'était non. Et pourtant cette dimension collective de l'appréhension artistique, elle est aussi hyper importante en fait, parce qu'on ne vit pas la même chose si on voit une œuvre ou si on appréhende une œuvre en public ou en solo. Oui, et donc du coup, est-ce que c'est un peu le rôle justement de la technologie de permettre aujourd'hui de partager plus l'art de manière générale, ou inversement? J'ai toujours envie de regarder Marie quand on me pose une question. On va tous la regarder. Non, pour moi, c'est pas le rôle de la technologie. En fait, la technologie, c'est simplement un outil, un média ou un médium qui est utilisé par les artistes et qui est aussi utilisé pour communiquer à propos de l'art.
mais c'est pas une fin en soi, je pense. Et pour moi, le rôle de l'art, c'est plutôt questionner sur notre société, c'est plutôt susciter des interrogations, c'est créer des moments de poésie, c'est créer justement un aspect collectif, participatif, c'est recréer du lien entre les gens, c'est parler de sujets importants et quelquefois de sujets complètement non importants, mais qui sont fun, ou c'est choquer les gens. Enfin, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire dans le business d'une certaine manière. C'est-à-dire, et moi, c'est pour ça que je me suis tournée aussi vers l'art et la créativité. Parce que donc, j'ai travaillé dans une start-up et en fait, on avait des objectifs financiers, d'atteindre une certaine rentabilité, de faire de l'argent. Et puis, bon, tout le modèle de société dans lequel on vit, c'est un modèle capitaliste et c'est basé sur l'argent d'abord. Et alors que si vous regardez notre nature humaine, on n'est pas des machines et on est des animaux, des êtres sociaux où ce qui nous importe plus, c'est les relations, c'est l'amour, l'amitié, être ensemble, explorer le monde. Enfin, voilà. En fait, on est un peu en opposition à ça, à ce modèle de société qu'on a construit malgré nous. Et l'art, il permet de retourner à des choses un peu plus essentielles, justement. On a dit non essentielles, mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça permet de réfléchir de manière complètement ouverte et libre à des choses et pas rentrer dans des carcans comme un programme à l'école ou une société ou autre, quoi. C'est la libre pensée, quoi. Et sur la question de la technologie, pour revenir peut-être à ta question aussi, je pense que la technologie, elle permet pas d'aller plus vers l'art ou quoi, mais ça permet aussi d'avoir une nouvelle appréhension de certaines pratiques artistiques aussi, et peut-être d'avoir de nouveaux publics, parce qu'on sait qu'il y a un truc très fermé sur certaines institutions culturelles, et donc si on change le travail de médiation et qu'on ajoute certaines technologies dans la médiation, ça amène de nouveaux publics, donc là, ça a un rôle, mais c'est vrai que je n'arrive plus à préciser ce que je voulais dire au fond de ça, mais ce que je veux dire, c'est que la technologie, parfois, permet d'avoir une appréhension différente de l'art et de la médiation. Et peut-être d'amener d'autres publics à l'art, parce que les musées, les lieux d'exposition, le théâtre, etc., il y a vraiment une question de culture familiale, parfois. Mais il y a des publics, des pans entiers du public qui ne sont pas habitués à consommer, j'aime pas ce mot-là, mais consommer de l'art. Et du coup, peut-être qu'avec de nouveaux médiums, ça permet d'amener un autre public à ça. Ouais. Je pense aussi, et je vois aussi l'utilisation du jeu vidéo, notamment dans les musées ou dans certaines autres œuvres, ou même dans le cinéma. Il y a beaucoup d'appréhension du jeu vidéo dans le cinéma, notamment. Je pense que ça amène en effet d'autres publics, ça amène un autre rapport à l'œuvre, ça amène un rapport beaucoup plus actif dans l'art aussi, puisqu'il y a des pratiques artistiques qui sont encore très frontales. Le cinéma, c'est hyper frontal, la peinture aussi. Et le fait d'amener un peu plus d'interactivité, soit d'immersion, soit d'interactivité, mais un rapport plus personnel et plus interactif à l'œuvre, physique, c'est ça. Je pense que ça change un peu la donne aussi. Passons au piment suivant. L'art, c'est un truc de bourgeois, de gens qui ont du temps et de l'argent. C'est moi qui l'ai mis. Parce que pour aller dans les clichés, je suis toujours très forte. Voilà. Est-ce que l'art, c'est... Est-ce qu'il faut, effectivement, avoir du temps et de l'argent ? Est-ce que l'art, pour ceux qui le produisent, comme pour ceux qui le regardent, qui en profitent, est-ce qu'il faut ce temps et de l'argent ? Est-ce que ça doit être réservé à cette partie-là ? Ou justement, comment est-ce qu'on fait pour que d'autres types de publics qui n'ont pas ces luxes-là puissent venir à l'art ? Et qu'est-ce que l'art peut leur apporter ? Vous avez 5 minutes. Vous avez 4 heures. Moi, je vais laisser parler les autres. J'ai beaucoup parlé. Tu veux dire quelque chose ? J'ai 2-3 trucs à dire par rapport à ça, mais je pense que c'est important qu'on co-construise cette réponse parce qu'il y a vraiment mille choses. Il y a plein de choses, Est-ce que ça doit être réservé à la bourgeoisie ? Bien sûr que non, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Moi, je pense qu'il y a une question de à qui on donne la parole. Et pour moi, c'est toujours un truc... Qui donne la parole et à qui on donne la parole, en fait. Et c'est vrai que sur les institutions artistiques, qui sont les personnes qui sont dans les commissions
c'est souvent malheureusement plutôt des personnes bourgeoises, si je ne me trompe pas, en tout cas en majorité. En plus, on a un fonctionnement des commissions qui est un fonctionnement par pair, donc ça veut dire par exemple les commissions cinéma, c'est des gens qui viennent du cinéma, qui viennent du secteur et qui décident à qui on donne l'argent. Commission art numérique, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose aussi. Et du coup, est-ce que ça génère un peu d'entre-soi? Est-ce que du coup on reste un peu, on n'ouvre pas à de nouvelles voix, à de nouvelles personnes? Et voilà, moi je sais que je viens du cinéma, donc c'est pour ça que je vais plus parler de cinéma ici. Et il reste toute cette question de qui donne la parole et à qui on donne la parole. Et c'est une question qui reste vraiment prégnante. Parce qu'aussi, comment on fait pour donner la parole à d'autres personnes qu'on ne connaît pas? Et ça reste une question prégnante. Et là, j'ai besoin peut-être qu'on construise cette question et qu'on évolue. Laura, qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait sourire cette petite phrase parce que, comme j'ai expliqué tantôt, c'était une des réflexions qui a été à l'origine de nos démarches, justement, c'était d'avoir plus de représentativité dans les lieux culturels. Et je pense que ça vient du fait aussi que dans les pouvoirs de décision, ça manquait et ça manque de diversité. Et donc, du coup, on va programmer naturellement ce qui nous ressemble. Et je pense que c'est important d'avoir plus de diversité, en fait, dans ces instances-là. Je vais donner un exemple, mais chacun a son... En fait, notre consommation de l'art, elle est aussi influencée par la culture d'où on vient. Et donc, je vais prendre bêtement, venant d'Afrique, moi, je vais être plus sensible à ce qui est coloré parce que c'est dans mon référent familial. Et donc, je pense que c'est important aussi d'être conscient de comment les autres consomment la culture. Mais si tu ne connais pas et que tu ne t'intéresses pas, alors prends des gens qui connaissent et qui sont aptes aussi à amener cette diversité dans l'art. Et donc, du coup, ça diminuera ce cliché-là. Parce que c'est vrai que je me rappelle que nous, quand on organisait les expos, on avait beaucoup de retours de gens qui nous disaient « Purée, je pensais que je n'avais pas les codes pour rentrer au musée ou pour venir dans une expo » parce qu'on faisait aussi exprès de prendre des gens de publics différents, d'âges différents, des gens aussi qui sont de formation artistique, mais aussi des amateurs, parce que parfois, l'élite de l'art, les trucs super perchés, c'est bien, no offense, mais il y a des gens qui sont moins sensibles à ça, en fait. Et donc, du coup, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. C'était un petit peu... Et je voulais aussi rajouter sur ce que tu dis par rapport à avoir des gens dans certaines instances, etc., qui représentent un petit peu ce qui manque. Oui, en fait, c'est un petit peu... je ne sais plus dans quel contexte, mais j'avais vu ça, mais avoir des experts sur des questions... Par exemple, avoir des experts blancs sur des questions noires, par exemple. Alors, c'est bien, il faut des gens qui s'intéressent aussi, et je pense que ça passe par là aussi, mais il faut chercher des experts noirs sur des questions noires, par exemple. Et donc, aux concernés, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est ce que tu disais de qui donne la parole et à qui on la donne. Exactement. Et forcément, il y a un lien évident entre les deux, de connaissance des publics, etc. Et donc, il faut pouvoir diversifier là aussi. Justement... Pardon. Nous, on avait été, Audrey et moi, on a participé à un think tank, donc c'était le cinéma. Ils avaient pris comme thématique Black History. Et donc, du coup, ils se sont dit, nous, on ne va pas venir en tant que blancs flamands vous dire c'est quoi Black History. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont composé un groupe de consultants externes, noirs, qui ont programmé toute la saison. Et en fait, je trouvais ça hyper chouette, mais c'est des choses qu'on devrait avoir plus souvent parce que qui est mieux placé pour parler de la culture noire que nous-mêmes, en fait. Et ça, je parle de la culture noire, mais ça peut s'appliquer à d'autres... bien sûr, de diversité. C'est ça. Absolument. C'était quoi la question de... On a dévié, là. La question, c'est... L'art, c'est pour les bourgeois. Ah oui, parce que l'art, c'est pour les bourgeois. Et voilà. Un truc de bourgeois, de gens qui ont du temps et de l'argent. Et on revient aussi un petit peu à ce que tu disais, je pense, sur le fait qu'il y a plein de formes artistiques auxquelles on ne pense pas. Et donc, oui, certainement il faut du temps pour en créer, mais il y a beaucoup de gens qui créent de l'art sans même le savoir ou qui en consomment sans même... Et qu'est-ce qu'on considère comme de l'art? Exactement. Et est-ce que là, il n'y a pas aussi... parce que dans les représentations, on sait qu'il y a souvent des représentations genrées, effectivement. Et moi, j'entendais des artistes féminines qui disaient « Moi, j'ai mis longtemps à me reconnaître comme artiste. Avant ça, je me considérais comme
artisane, créatrice. Mais avant de sauter le pas de dire je suis artiste, il y a aussi une question de légitimité, de sentiment de légitimité, de syndrome de l'imposteur, qui, comme souvent, touche beaucoup les femmes. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à travailler aussi sur ce regard-là, sur le regard que les artistes ont sur elles-mêmes? Toi, Laura, tu accompagnes des artistes aussi, je Ouais. pense. Est-ce que c'est quelque chose que à tu... la construction de ma réponse. Tu peux répéter ta question pour que je l'imprègne bien dans mon cerveau? Comment faire pour que les femmes qui sont des artistes, qui le sont objectivement, on pourrait presque dire, se considèrent comme telles? Bah, déjà, il faut les considérer comme telles, de base. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est con à dire, mais en fait... En fait, il y a ce truc de renforcement du stéréotype dans la société qui fait que plus on va dire à une petite fille t'es pas faite pour l'informatique ou t'es pas faite pour faire de l'art ou en fait c'est pas un métier pour toi, plus en fait elle va être nulle là-dedans et elle va pas être nulle parce qu'elle est pas bonne là-dedans, elle va être nulle parce que en fait elle va se dire ouais c'est vrai, je suis pas faite pour ça en fait, et du coup elle va elle-même c'est le syndrome de l'imposteur, hein. Plus tu doutes de toi-même, plus en fait t'as du mal à gérer parce que le doute va venir court-circuiter ta pensée, et donc il y a, je pense, la question de la confiance en soi, elle est super importante, et la question de la déconstruction aussi, déconstruire les modèles, voilà, et puis je vais vous laisser continuer. J'imagine que... Non, vas-y. Non, tout d'abord. Mais je crois qu'il y a aussi ce truc de... Comment est-ce que je vais formuler ma réponse? Je pense que c'est cliché ce que je vais dire, mais c'est important que l'art aussi et les artistes soient valorisés parce que déjà... nous, on accompagne des artistes et il y a souvent ce truc de... quand on se présente, on va se présenter sur base de son métier. Et des fois, les artistes, quand on vient leur demander « Ah, tu fais quoi dans la vie ?» Je sais pas, elle va dire « Je suis danseuse » ou « Je suis peintre ». Mais dans la vie, tu fais quoi? Et donc, du coup, je pense que ça aussi, ça n'aide pas parce que parfois, c'est même pas considéré comme un métier. Donc, il y a ce truc de aussi, quand tu n'arrives pas à en vivre, est-ce que c'est légitime de dire que c'est un métier? Peut-être que c'est une activité sur le côté. Donc, je pense que, et j'en reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est hyper important, justement, de conscientiser les gens sur les coûts qu'il y a derrière l'art parce que ça permettra aussi aux artistes d'être rémunérés correctement et de se sentir légitimes. C'est un métier, en fait, ce que je veux dire. Donc, c'est un métier. Il y a des gens qui font ça par passion, mais il y en a, c'est leur métier. Et quand on leur renvoie au visage une image que ce que tu fais n'est pas un métier, ou c'est une activité complémentaire, ou bien c'est une activité sur le côté, ils ne le disent pas de manière frontale, mais quand tu dis à quelqu'un, oui, ok, tu fais de la danse, mais à côté, tu fais quoi? C'est ça qu'on est en train de leur dire. Et donc, du coup... ces gens ou directement, est-ce que tu arrives à en vivre, comme si c'était ça qui allait déterminer... Donc, dans les conversations, mais tu vis de quoi? Mais quelqu'un qui est médecin, est-ce que tu vas lui demander, excuse-moi, tu vis de quoi en fait? C'est pas tes affaires. Pas de ton argent, en tout cas. 50 € la consultation. Donc, voilà. Ouais, et je pense, pour compléter ce que tu dis aussi, il y a aussi la question de la légitimité de la pratique artistique. Ouais. Tu vois, si tu as quelqu'un qui dit je suis réalisatrice, on va moins vite lui dire mais tu vis de quoi, que si tu dis t'es danseuse, t'es artiste numérique ou creative technologist, là on va dire tu vis de quoi. Et je pense qu'il y a aussi la légitimité que les gens mettent dans telle ou telle pratique artistique qui fait qu'on va leur poser cette question de s'ils font quelque chose en vrai. Oui, c'est ça. Mais quand tu parles de réalisation et du cinéma, ça me fait penser à ce qu'on appelle le female gaze en cinéma, etc. Est-ce que dans vos métiers, pour vous, il y a aussi ça, le fait d'apporter une vision féminine dans vos programmations, dans votre manière de faire, etc., qui serait, je pense qu'elle est, qui est positive, ou en tout cas qui apporte quelque chose de différent? En tout cas... oui, en fait, il y a un female gaze et il y a une manière d'appréhender le monde différente entre les femmes et les hommes ou les autres genres non définis. En tout cas, moi, je le vois dans mes expositions. Pour donner un exemple, il y a des sujets aussi qui attirent beaucoup plus les femmes. Et c'est assez marrant parce qu'au pavillon, donc notre lieu d'expo, on a fait 2 expos très différentes d'une année à l'autre. La première expo, elle s'appelait Humans Machines et elle explorait notre relation, nous les humains, aux machines,
à travers 2 grandes thématiques, intelligence artificielle et robotique. Et pour cette expo-là, sans trop de surprise, il y avait beaucoup plus d'hommes. Des femmes. Dans ces questions-là. Et puis l'expo suivante, elle s'intitulait Biotopia, cohabiter avec le vivant. Et dans cette expo, l'idée, c'était de déplacer les points de vue et de regarder le monde à travers le monde vivant non humain, les animaux, les végétaux, les plantes, les micro-organismes. Et l'idée de déplacer aussi les points de vue en disant, en fait, l'humain, c'est peut-être pas l'être vivant le plus intelligent sur la planète Terre. Et en fait, l'intelligence, elle est toute relative. Et il y a différents types de communication et d'intelligence dans le monde vivant. Et là, sans trop de surprise aussi, beaucoup plus de femmes, en fait. Et il y a cette relation entre l'écologie, l'environnement et le féminisme qui est super prégnante, en fait, dans la pensée féminine, en fait. Ce rapport à la nature est là. Et du coup, ça fait partie de Sophie Melguez, en fait. Ce truc j'ai du mal à m'exprimer là, mais... oui, c'est difficile. Ce respect et cette coexistence, en fait, avec le reste du monde vivant, c'est un truc... qui n'est pas que féminin, hein, c'est évidemment chez tous les êtres humains, mais je pense qu'il y a cette sensibilité-là qui est forte chez les femmes. Et du coup, dans l'exposition, ni sur Humans Machines, ni sur Biotopia, j'ai essayé de faire des quotas ou quoi. J'ai vraiment choisi des projets par rapport aux projets, à la qualité des projets. Et il y avait beaucoup, beaucoup plus d'artistes féminines sur Biotopia, une majorité, en fait, de femmes dans l'expo. Et sur l'autre, pas du tout. Donc, et en termes de public, tu as vu la même différence ? Non, le public... non, parce que nous, c'est un peu particulier aussi, c'est que le public, la moitié de notre public, c'est des touristes, parce qu'on est en haut de la citadelle de Namur, à l'arrivée du téléphérique. Ah, oui. Et puis, c'est un public très familial. Donc là, il est très mixte. C'est vraiment plutôt... en fait, les sujets qui intéressent les femmes ou les hommes. Camille, elle est très curieuse parce que je pense que ce sera la prochaine étape. Vu qu'elle lit tout sur la sexualité des plantes. Donc en fait, je pense qu'elle prépare quelque chose. C'est pour ça qu'elle est très effectivement, je me définis plutôt comme écoféministe. Donc voilà. Mais et effectivement, je suis très intéressée par la botanique et effectivement par l'intelligence. Bientôt une expo l'intelligence développée Camille. par les végétaux. Donc non, pas là-bas. pas Okay, d'expo. J'arrête. Par contre, viendrai voir. On peut peut-être passer à un piment suivant. Tu fais ça bien. Alors, il y a un médecin ici. Si t'arrives pas à lire, à mon avis, c'est moi. Docteur, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, c'est moi. Donc, ce n'est pas très clair comme je l'ai écrit là, donc je vais raconter cette anecdote. Donc c'est au cours de notre expo actuelle. C'est une expo qui implique beaucoup de technologie et dans un lieu qui est complètement cassé. Donc ça veut dire qu'il faut reconstruire des fils électriques et qu'il faut tirer des câbles et qu'il faut mettre beaucoup de choses en place et un peu tout construire. Et les personnes qui font ça, les entreprises qui font ça, c'est majoritairement des hommes. Et donc quand on leur explique ce qu'on veut, ce qu'on attend et qu'on discute avec eux, ils sont toujours un peu genre mais il est où l'homme avec qui il est où le chef le chef ou le responsable technique mais ils sont vraiment en PLS de voir que c'est deux femmes qui gèrent ça, notamment les aspects techniques. Et donc assez souvent quand il y a les gestionnaires du lieu qui sont autour de nous, ils vont directement parler aux gestionnaires du lieu parce que c'est des hommes et que ça les rassure beaucoup. Mais voilà, quand c'est nous, on voit que c'est vraiment très très compliqué. J'ai déjà eu ça aussi. Donc voilà, petite anecdote sur un petit Tu dis, toi, t'as déjà rencontré ça aussi, ça prenait quelle forme ? C'est un bête truc, hein, mais genre, on avait des travaux, des petits travaux à faire au bureau. Et donc, il y a, je sais plus, le monsieur qui descend. Et je vois, il dit, oui, donc voilà, je cherche le responsable. Donc moi, je fais, oui, non, mais je cherche le responsable. Oui. Et en fait, je me dis, en fait, le gars n'arrivait pas à imprimer. À imprimer que c'est possible que ce soit aussi moi, en fait. Voilà. Malheureusement, ça arrive encore, pas mal. Allez, piment Quelqu'un suivant, d'autre prend un piment, alors. Tu es né pour réussir, point d'exclamation. C'est moi.
Non, donc c'est une phrase qui m'a beaucoup inspirée. Donc je mets aussi un contexte parce que c'est vrai que nous, quand on a lancé Mango Pickle, on était très jeunes. Donc c'était à sortir de l'IEX. Donc on avait 22 ans. Et on a gagné des appels à projets. Et donc quand on arrivait, c'était dans des environnements très masculins. Voilà, tu te retrouves là, deux petites nanas, 23, 24, noires, qui font super jeunes, au milieu de 198 hommes qui ont 45 ans. Bah, du coup, t'as un peu peur et tu te sens pas toujours légitime d'être à cet endroit parce que y a pas de gens qui te ressemblent. Et donc du coup, c'est une phrase que mon père m'a beaucoup répétée en fait, qu'en fait ta couleur de peau ne sera jamais un frein, ton sexe ne sera jamais un frein, et que c'est ton travail et ton excellence qui parlera plus fort. Et donc du coup, c'est une phrase qui m'a beaucoup accompagnée dans mon parcours, donc c'est pour ça que je l'ai mise là. Joli, ça fait du bien aussi un peu de douceur, de positivité. L'art, c'est pas du business. C'est moi qui ai dit ça et on a abordé le sujet un peu depuis, de manière différente depuis le début de l'émission. Mais oui, c'est ça, c'est un peu l'idée de... Je me dis que ça doit être difficile de concilier les deux. Et donc, dans quelle mesure on peut... construire une carrière artistique et développer en même temps un business mindset, parce qu'effectivement, si on veut en vivre, la dimension financière, etc., est importante. Et quel est le mouvement un peu entre les deux. Mais comme je dis, on a un peu évoqué ça finalement depuis le début. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à... Ouais, moi j'ai envie de répondre à ça parce que c'est une question assez prégnante en ce moment. Et en fait, moi j'ai envie de dire que l'art c'est aussi du business. Et décorréler l'art du business, c'est pas OK. Parce que du coup, ça veut dire que ça n'a pas de valeur au final. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc aussi où... il y a d'un côté l'art subsidié complètement, et ça c'est le vrai art, c'est l'art qui est ok, mais c'est l'art qui ne fait pas d'argent. Et puis de l'autre côté, il y a l'art qui fait de l'argent, qui n'est pas subsidié, mais c'est pas du vrai art. Ouais. Et moi j'entends tout le temps cette dichotomie, et elle me gêne vraiment très fort, parce que moi j'ai l'impression qu'on peut faire les deux. L'art c'est aussi du business, ça se vend, ça touche les gens, ça a de la valeur, et ça touche les gens aussi, et ça fait du business, et ça fonctionne. On parle d'industrie culturelle et créative, c'est des industries, donc ça veut dire que ça doit aussi faire de l'argent. Alors ça ne doit pas être basé que sur de la rentabilité complètement capitaliste et horrible, mais ça doit aussi fonctionner économiquement, et je pense que c'est important de corréler un peu l'art et le business. C'est ça, ne serait-ce que pour le faire continuer d'exister. Absolument, ouais. Pour la durabilité en fait, du projet, je pense que ça doit être... on doit recorréler les deux, à mon sens. Pour moi, c'est clairement, dès lors qu'on veut en vivre, il faut le voir comme du business. Et moi, je dis toujours à mes amis, je leur dis, en fait, t'es artiste et ton produit et l'offre que tu proposes, c'est ton art. Et tu dois le marketer au même titre qu'une paire de chaussures. Et donc, du coup, je sais que parfois, c'est deux mondes qui ont envie parfois de s'opposer. Et t'as ce truc de non, mais c'est pas pour moi les réseaux sociaux, non, mais c'est pas pour moi la com, c'est pas pour moi la pub. Mais comment tu veux arriver à atteindre les gens si tu te marketes pas, si tu te mets pas en mode c'est du business? Et on a parfois ce regard tellement négatif aussi, je sais, sur l'aspect commercial, mais qu'on le veuille ou non, on en a besoin pour pouvoir être encore plus visible, pour pouvoir justement financer tout ce qu'il y a comme prod derrière. Il faut que les gens soient au courant, il faut communiquer dessus, il faut que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'il faut investir. Et pour moi, il faut le voir comme ça, surtout qu'en plus, dans un pays comme la Belgique, où les subsides, c'est pas toujours accessible à tout le monde, il n'y a pas le choix en fait. Donc sinon, on va dépendre tout le temps des subsides, ce qui c'est un choix. Mais pour l'avoir déjà fait, c'est super difficile. C'est très contraignant. Enfin, nous, je sais qu'avec... et économiquement parlant, si tu n'as pas une équipe qui est tout le temps là en train de faire l'admin, remplir à des appels à projets, parfois c'est énergivore. Et souvent, les gens qui mettent en place des projets, parfois c'est eux-mêmes les artistes. Et donc, tu te retrouves là à faire de l'admin, alors que toi, t'es juste né et t'as juste envie de créer. Et du coup, si tu penses pas à un modèle économique qui fonctionne autour de ton art,
voilà, ça crée des frustrations, ça fait que justement ce sont des artistes qui sont sous-payés, tu te remets en question, tu as l'impression que c'est pas légitime, et pour moi, c'est une question aussi d'argent en fait. Et qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, on vit pas dans le monde des bisounours en fait, donc voilà. C'est une belle conclusion. Eh ben, allons-y pour le C'est un tout peu dernier. Mais ouais, mais non, mais voilà, c'est les réalités. C'est vrai, voilà, en fait. Donc voilà. C'est moi, je dois mettre le contexte aussi. Merci de nous inspirer. En gros, j'ai résumé en fait des phrases que j'entendais beaucoup. Voilà, on en a déjà parlé. C'était ce fait de, voilà, nous on a commencé ça il y a 10 ans et on avait beaucoup de retours sur le fait que ça faisait plaisir de voir des femmes issues de la diversité monter des projets, avoir des subsides, recevoir, gagner des concours, des prix, employer du personnel. Et donc du coup, c'était quelque chose qu'on voyait peut-être pas assez souvent. Et en gros, j'ai résumé un peu ce qu'on a beaucoup entendu dans notre parcours. Et donc, du coup, c'est vrai que ça nous a motivés parce qu'à la fin, tu réalises que c'est un projet qui va au-delà de juste toi et ta petite personne parce que tu sais que les gens te regardent, en fait. Donc, la question du rôle modèle, etc., Ouais. c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps dans les émissions qu'on a tournées. Parce qu'effectivement, il y a vraiment un manque de représentativité des femmes issues de la diversité en plus, particulièrement dans le monde technologique. Donc c'est vrai que c'est une question récurrente. Et je regarde juste, je vais tricher. Ah non, pas encore. Mince. Ça aurait été une belle clôture. Mais on peut tout à fait clôturer là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, tout à fait. Effectivement, moi je partage, voilà. Moi j'ai aussi envie d'adresser ce merci. Et du coup, de parler de rôle modèle, quand on a totalement terminé, on voudrait trinquer à vos rôles modèles, ou en tout cas aux personnes qui vous inspirent, vous aussi, dans votre parcours, que ce soit des personnes que vous connaissez personnellement et qui pourraient éventuellement venir sur le plateau, ou des personnes que vous ne connaissez pas directement, mais qui vous ont marqué. On aime bien finir en mettant à l'honneur. À donner des exemples, c'est ça? Ouais, tout à fait. Citer des rôles modèles. Est-ce qu'il y a quelqu'un Au moins que vous avez en tête, une femme que vous auriez envie de mettre à l'honneur, comme elle disait, qu'on pourrait inviter ou pas ici en plateau? Moi, j'en ai une. C'est une amie à moi qui est artiste aussi, qui s'appelle Nadine Baboy. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que c'est une artiste qui s'est beaucoup battue pour légitimer, entre guillemets, son art, pouvoir en vivre. Et je suis en admiration de son acharnement et aussi son envie de changer les choses. Et donc voilà. Eh ben, on va lever notre verre à Nadine. Nadine. Marie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête? C'est compliqué de donner une personne, il y en a tellement en fait, parce que du coup dans mon boulot, moi j'essaye d'en trouver à mettre en visibilité, donc il y en a plein. En fait, j'aime bien cette tendance qu'il y a actuellement de redonner de donner enfin la visibilité méritée à toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont été invisibilisées pendant des années. Donc je vais pas donner un rôle modèle, en fait, il y en a plein, mais c'est toutes les femmes qui ont contribué à l'évolution de l'informatique, de la science, des mathématiques, les femmes invisibilisées dans le monde de l'art aussi, et tout ce pan en fait de la création qui parce que on était dans un modèle à beaucoup plus forte dominance patriarcale sur les 50, même 100 dernières années, sont passées à la trappe, en fait, et qui ne le seront jamais, qui ne savent même pas qu'en fait, c'est seulement après leur mort qu'enfin, elles atteignent le succès. Et donc voilà, je ne vais pas en donner une ou l'autre. On va lever notre verre à toutes celles toutes qui ont celles été invisibilisées. Voilà, on pense à elles. On a aussi fait un épisode où on parlait de ça et c'était assez marrant de voir que même les femmes qui étaient des profils tech à fond,
n'avaient pas toutes ces références-là. Et quand on parlait, et ça aussi c'est un fil conducteur un peu de nos émissions, l'éducation, éduquer les petites filles, les petits garçons à se comporter d'une certaine manière, mais aussi les éduquer, les informer dès le plus jeune âge et justement rétablir un peu cette vérité, que ce soit sur... Enfin, voilà. Sur ça, entre autres aussi, réhabiliter l'histoire, reprendre dès le départ là où tout a commencé, là, dans le bouquin numéro 1, remettre le nom des femmes dedans, quoi. Marine, il y a quelqu'un que toi t'avais envie du coup, en réaction à ce que tu dis, moi je dirais Alice Guy, donc qui est une des premières réalisatrices. Et il y a un super podcast sur son parcours qui est génial. Enfin, je vous invite vraiment à l'écouter. Il m'a excité à fond parce que ça montre que une discipline artistique et une industrie, tant que ce n'est pas encore une industrie, c'est pour les femmes. Et puis une fois que ça devient une industrie, il n'y a plus de femmes. Et le cinéma, c'était ça. Et donc les pionnières du cinéma, c'était des femmes, en fait. Et puis quand c'est devenu une industrie rentable, toutes les femmes sont parties. Et donc Alice Guy, c'était une première réalisatrice, mais aussi productrice, et qui avait une vision vraiment d'industrie. Et donc il y avait une très belle vision. Et qui a été évidemment invisibilisée pendant très très longtemps. Et puis il y a notamment grâce à Iris Bray, Sainte Iris Bray, qui l'a un peu réhabilitée, qui a un peu reparlé d'elle. Et puis on a fait ce podcast sur elle. Et donc, comment s'appelle encore ce podcast ? Je retrouve plus. Je l'ai entendu mais moi aussi, non plus. il m'a aussi beaucoup... mais on le mettra en description. En référence, parce que moi il m'a excité. Et ce qui m'a excité aussi dans ce podcast, c'est que c'est les premiers temps du cinéma. Et donc c'est le cinéma comme nouveau langage. Qu'est-ce qu'on fait avec le cinéma ? Comment on écrit des histoires avec le cinéma ? Et pour moi, ça me fait tellement penser à ce qu'on fait pour l'instant avec les technologies immersives et avec la VR. Comment on écrit une histoire avec la VR ? On n'y est pas encore. Et c'est les premiers temps du cinéma. Et ça fait tellement écho aux premiers temps de la VR que j'ai trouvé ça très très excitant aussi. Eh bien, à Alice Guy alors. À Alice Guy. Eh bien, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode de Girls Squad. C'est passé bien trop vite. Bon, ben voilà, si vous avez d'autres idées de thématiques, d'invités, vous commentez, vous mettez toutes ces idées-là en commentaire de cet épisode. Évidemment, vous likez, vous vous abonnez, ça nous aide, bien entendu. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Si Camille doit lancer son expo sur la sexualité des plantes. Oui, c'est très important. On a besoin de vos avis également. Et un autre truc, et vous verrez si vous le rajoutez ou pas, mais comme tu parlais de podcast, il y a une autre recommandation de podcast qui se lance là maintenant et qui fait écho à ce que tu disais, Laura, qui s'appelle Les Absentes et qui parle de justement les femmes dans la culture et justement d'avoir des gens qui nous ressemblent et donc de femmes afrodescendantes ou personnes de couleur dans la culture. Et c'est un podcast belge et voilà. Réalisé par Ultravag. Voilà. Eh ben, on vous met toutes les infos en commentaire, comme ça vous pouvez aller vite écouter tout ça. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci les filles.